djiboutien Abdulrahman Boré. J'espère que j'ai bien prononcé son nom et son prénom. Donc, Abdulrahman Boré, M. Boré, lui était au cœur de plus ou moins tous les projets qui comprennent ce que j'appelle l'écosystème, qui est pris de l'anglais ecosystem, du terminal de containers de Doral. Donc, tous les projets, par exemple, vous avez la jetée pétrolière, vous avez la zone franche, et autres projets, vous avez la Djibouti Dry Port. Dans tous ces projets, M. Boré a investi, il a joué l'intermédiaire entre Djibouti et les investisseurs émiratis, et il a joué un rôle assez conséquent. Au fur et à mesure du temps, la relation, pour diverses raisons, entre le président et M. Boré va s'empirer, à tel point que M. Boré est obligé de quitter Djibouti, d'abord pour s'installer en France, et ensuite pour retourner à Dubaï, là où il vit actuellement. Alors, je vous passe les détails, on peut en revenir si vous voulez, de leur litige, mais l'objectif à haut niveau pour Djibouti, c'est un, de poursuivre M. Boré, mais deux, de forcer la société émiratie à revenir sur les clauses de la convention de 2006, donc la convention de concession, qui est l'accord qui a financé et permet la gestion et la construction du terminal de conteneurs de Doral. Ce qui embête le régime, premièrement, c'est le fait que les redevances, les royalties, tels qu'ils ont été inscrits dans la convention, à hauteur de 10%, ne sont pas suffisamment élevés. Et ça, c'est parce que le port, qui a été relativement rapidement construit et mis en place et ouvert, est un port efficace qui fait du chiffre assez rapidement, à tel point que le financement est remboursé, il me semble, après 3 ou 4 années seulement, tellement c'est une réussite. Mais peut-être ce qui est un point un peu plus sensible pour le régime, et d'ailleurs, nombre d'entre vous le savent très bien, Djibouti est un État jeune qui a obtenu son indépendance en 1977 et donc qui est très attaché à sa souveraineté nationale. Et donc le sentiment du régime, c'est que l'accord transgresse la souveraineté nationale djiboutienne. Pourquoi? Parce que l'État est obligé de demander à la société émiratie, ou du moins est obligé d'obtenir l'accord écrit de la société émiratie pour développer son littoral et son infrastructure maritime sur d'autres projets. Donc, la construction de nouveaux ports, de nouveaux terminaux, de zones franches, etc. Et ça pose quand même un sérieux problème. L'autre critique, c'est qu'au fur et à mesure du temps, le régime a le sentiment que la société émiratie n'exploite pas à 100%, ou du moins à capacité maximale, le terminal, pour protéger ses autres intérêts dans la région, notamment le port et la zone franche de Jebel Ali à Dubaï. Alors, c'est le régime qui va passer à l'acte, en accord avec les stipulations de la Convention, d'aller en procès contre M. Boré et contre la société émiratie devant les instances juridiques britanniques, publiques, donc la Cour d'Angleterre et des Pays de Galles, ou privées, les chambres d'arbitrage commercial comme la London Chamber of International Arbitration. À chaque fois que le régime va se présenter devant la justice, elle va perdre, à répétition. Donc, du coup, on pourrait penser que l'avantage est dans le camp émirati. Mais non. Pourquoi? Parce qu'à force de perdre, le régime se frustre
au point où, en 2018, elle passe à l'acte, un acte forcé de nationalisation des biens de la société émirati à Djibouti. Donc, même si les décisions des différents juges au Royaume-Uni sont dans leur faveur, la situation de la société émirati devient de plus en plus précaire. Alors, elle décide de contre-attaquer en 2018 en menant cette fois un procès non pas contre le régime directement, mais contre la société China Port Merchants devant la Cour suprême à Hong Kong. Alors, il y a des raisons encore à haut niveau et il y a des raisons contractuelles, juridiques. La raison juridique, c'est la décision du régime en 2012 de vendre sa part dans le terminal, dans la société anonyme qui gère le terminal de conteneurs de Doralé, à la hauteur de 185 millions de dollars US. La société émirati dit ne jamais avoir donné son aval écrit, comme le stipulaient les clauses de la Convention. Mais en réalité, l'objectif pour la société émirati, c'est d'espérer que la juge, Madame Chan, à Hong Kong, tranchera en sa faveur, donc une décision qui ira à l'encontre de la société chinoise, et du coup, la société chinoise mettra la pression sur le régime pour essayer de trouver une porte de sortie adéquate pour ces trois acteurs. Bon, comme j'ai dit, l'affaire est en cours, donc on n'est pas encore arrivé à une décision. Mais ça, à haut niveau, c'est l'objectif de la société émirati. Il y a aussi eu un nombre de procès à Djibouti devant la Cour suprême qui, évidemment, sont pas allés dans la faveur de la société émirati. Donc, il y a aussi ces cas-là qui sont en cours de procédure, mais c'est la décision à Hong Kong qu'on attend tous. Alors, juste avant de passer sur les quatre grands axes, j'avais aussi des objectifs, disons, secondaires dans la réalisation de ce livre. Le premier, c'était de faire en sorte qu'il y avait dans les écrits académiques une chronologie des faits. Donc, sur l'origine du terminal de conteneurs de Doralé, de l'origine du port à multifonction de Doralé, donc qui est celui-ci, pardon. Sur la droite, vous avez l'écosystème aussi. Donc, c'est le projet phare de China Port Merchants à Djibouti. C'est un des projets phares de la BRI, surtout dans l'Afrique de l'Est. Et le lien entre les deux. Donc, je vais toucher sur ce point à l'instant. Mais je trouvais que c'était important, surtout pour les analyses qui sont faites aujourd'hui sur la BRI. Il y a énormément de publications, notamment en anglais, sur la BRI. Mais trop souvent, en tout cas c'est mon opinion, ces analyses ne passent pas en revue le détail des projets. Donc, j'ai trouvé que c'était important de regarder le détail. Et fort heureusement, les données étaient là pour pouvoir écrire un livre assez détaillé. Le deuxième point ici, c'est que, pareil, c'est moi qui vois ça comme ça, c'est peut-être dans ma tête, mais j'ai quand même l'impression souvent, en lisant des articles sur la Chine, en question d'infrastructure, en Afrique ou ailleurs, que la Chine construit là où personne n'a construit avant. Ce qui est quand même faux. Donc déjà, Djibouti, vous avez l'infrastructure coloniale, par exemple la ligne de chemin de fer Djibouti-Addis, mais vous avez aussi donc l'écosystème et tous les projets autour du terminal de conteneurs de Doralé. Des projets qui ont été financés par les Émirats, les banques aux Émirats, par la société Dubai Ports World elle-même, et gérés par la société avec évidemment une contribution locale. Donc, pour moi, c'était important de mettre en évidence le fait que, et j'en suis sûr que Thierry a sans doute d'autres exemples et d'autres parmi vous ici aujourd'hui, que la Chine, les projets chinois, en fait, surenchérissent ou sont bâtis sur l'existence d'une infrastructure déjà en place. Après, je ne remets pas en cause la qualité ou la contribution chinoise, c'est simplement de réaliser, de mettre en avant le fait qu'avant, s'il n'y avait pas eu ce projet-là, je ne suis pas certain qu'il y aurait eu une telle avalanche de projets chinois à partir de l'année 2012. Voilà, tout simplement. C'est mon opinion.
Et en troisième mini-objectif, en quelque sorte, c'était aussi de mettre en avant une analyse de la politique économique djiboutienne, donc qui revient sur le point que j'ai mentionné tout à l'heure, sur évidemment le rôle et la contribution du régime dans ce contexte, parce que si on revient en arrière à 99, bon, le président clairement avait une idée de ce qu'il voulait. Bon, je ne suis pas sûr et certain si ce qu'il a aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il voulait, mais il y a eu quand même quelque chose de concret qui a été réalisé. Alors, pour moi, c'était plutôt un désir de comprendre, avec une lecture à 3 niveaux, comment s'inscrit cette politique économique qui est ancrée sur les investissements dans l'infrastructure maritime. Donc, au niveau domestique, au niveau régional, mais aussi après, par rapport à la coopération sud-sud. Donc, quel usage a été fait par le régime de la coopération sud-sud en termes de financement, mais aussi en termes de valeur ajoutée. Et ce qu'on remarque, c'est au fur et à mesure du temps, malgré les problèmes difficiles à ignorer comme l'endettement, on voit quand même qu'il y a un engouement, surtout parmi certains partenaires de l'hémisphère sud, pour l'interaction avec Djibouti sur le thème de l'infrastructure maritime. Que ce soit les moteurs du Sud, donc évidemment la Chine, les pays du Golfe, mais aussi le Brésil, l'Inde, la Turquie, la Corée du Sud, le Mexique, etc. Mais aussi d'autres partenaires africains qui sont spécialisés ou du moins qui ont une expertise en ce qui concerne l'infrastructure maritime, telle que le Nigeria, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, etc. Alors, revenons-en aux grands axes de lecture. Le premier sur la Chine, la BRI et évidemment China Port Merchants. Donc, juste un peu de contexte. Djibouti a fait beaucoup parler d'elle, en 2018. Ou peut-être, dirais-je, même dans le cadre de la présidence Trump aux États-Unis. Donc, évidemment, pendant l'élection 2016, Trump s'en prend à la Chine et cela est fait exprès pour séduire une partie de l'électorat américain. On peut dire que dans une certaine mesure, ça a peut-être fonctionné. Bon, première année au pouvoir, août 2017, ouverture de la base militaire chinoise, la première base en dehors des frontières de la Chine. Évidemment, l'administration doit répondre. Je vous avoue, mon livre ne parle que très peu de cette base militaire. D'ailleurs, Jean-Pierre a sans doute écrit un article fantastique à cet égard. Donc, si vous voulez en savoir plus, lisez sa publication dessus, 2020, il me semble, 2021. Alors, déjà, ça met l'accent sur la relation sino-djiboutienne. Et en plus de cela, l'administration Trump, surtout juste avant la période des élections à mi-mandat, donc novembre 2018, accélère et passe à l'attaque contre la Chine, en partie sans doute pour faire diversion, mais sur tout ce qui est les pièges à endettement. Donc, je ne sais pas si c'est la bonne traduction en français, mais en tout cas, ça vient de l'anglais « debt traps ». Et l'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo a fait le tour du monde en essayant de prévenir surtout les pays du Sud des risques qu'ils encouraient en acceptant ou en prenant l'initiative sur des projets BRI. Donc, pour l'administration Trump, ils sont en fait à la recherche d'exemples nocifs, entre guillemets, en termes de l'intérêt stratégique chinois. Et alors, il y a le cas de Hambantota à Sri Lanka qui est assez connu sur le port et l'aéroport international, mais Djibouti est plus important. Pourquoi? Parce qu'il y a la base américaine, Camp Lemonnier, qui est à une dizaine de kilomètres de la base chinoise. Donc, quand l'annonce est faite en 2018 que
Dubai Ports World va essayer de faire traduire en justice la société chinoise China Port Merchants, cela donne en fait des exemples assez utiles pour les adeptes aux États-Unis et ailleurs du China bashing. C'est la preuve, même s'ils n'ont pas vraiment regardé le détail, il faut le dire. Ted Cruz, par exemple, qui est malheureusement connu par tout le monde, j'imagine, a pris cet exemple et a dit, regardez, c'est l'État chinois qui est derrière tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque la plainte a été déposée à la Cour suprême par le cabinet d'avocats à Hong Kong qui représente la société Emirati, ils ont eux-mêmes repris l'argument du debt trap, du piège à endettement, pour essayer de convaincre Madame la juge. Alors, ils ont dit que China Port Merchants, au vu du taux d'endettement à Djibouti et de l'argent emprunté aux banques publiques d'investissement en Chine, que la société chinoise pouvait mettre la pression sur le régime pour ensuite qu'il se débarrasse, qu'ils forcent par force, ou qu'ils éjectent du pays la société Emirati. Donc ça, c'est l'argument qui a été présenté devant la Cour par les avocats représentant la société Emirati, qui, pour moi, était quand même assez choquant. Ça s'explique dans l'argumentation, mais c'est quand même relativement, c'est assez audacieux comme argument à mettre en avant. Donc, comme j'ai mentionné, l'affaire est en cours de traitement. La société chinoise avait essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas de procès à Hong Kong, en opposant la décision de Madame Chan de faire en sorte que le procès ait lieu devant la Cour suprême de Hong Kong, parce que la société chinoise préférait que l'affaire soit traitée à Djibouti. Mais pour l'instant, les juges à Hong Kong et même à la Cour d'appel de Hong Kong ont décidé que ce ne serait pas le cas. Donc il est aussi intéressant de voir, avec les développements à Hong Kong, le fait que c'est quand même une affaire relativement sensible qui concerne l'État chinois, qu'il y a encore cette indépendance judiciaire. Donc, pour ceux qui cherchaient vraiment à pointer du doigt l'État chinois dans cette affaire, je ne dis pas qu'il n'y ait pas une forme de responsabilité, mais si on cherche vraiment un coupable, entre guillemets, ce serait plutôt la société d'État, China Port Merchants, qui, en 2012, en rachetant la part au régime, a pris quand même des sacrés risques. Alors, si aujourd'hui j'avais la possibilité à demander au président, M. Hu Jianhua, qui était anciennement président de China Port Merchants, maintenant président de la maison mère China Merchants Group, le monsieur ici en haut, si c'était la bonne décision ou pas, j'imagine qu'il me dirait bien sûr, parce que regardez maintenant tous les projets, toute l'infrastructure que China Port Merchants a pu négocier et réaliser par la suite. Mais c'était quand même un sacré risque parce que ça engendre des risques juridiques, potentiellement financiers si la décision va à l'encontre de la société chinoise, mais aussi en termes de réputation, surtout pour la Chine, qui risque de payer les pots cassés, la réputation de la BRI, surtout parmi les pays du Sud. Et surtout maintenant qu'on voit un retour, entre guillemets, du G7, de l'Union européenne, des États-Unis, enfin en tout cas sur papier pour l'instant, dans le domaine de l'infrastructure, ça pourrait peut-être faire encore plus mal. Donc il y avait quand même un risque lors du rachat. Et cela conforte les thèses avancées par d'autres dans la littérature anglophone, dans les écrits anglophones, sur la relation entre l'État et les sociétés d'État chinoises, surtout pour les projets à l'étranger, où les sociétés d'État se comportent comme des multinationales et donc n'ont pas forcément des intérêts qui sont alignés aux intérêts de l'État. Et parfois, leur comportement se retourne contre les intérêts de l'État. Et là, ici, c'est un exemple parfait dans ce cas de figure. Alors, moi,
une de mes conclusions, c'est que l'État chinois joue un rôle de second plan, de faciliteur, oui, qui facilite les relations entre la société chinoise et le régime. Elle n'est pas, il semblerait, impliquée au quotidien. Et de ce que j'ai compris, l'ambassade de Chine à Djibouti, qui, soi-disant, est sous-staffée, donc avec des problèmes de ressources humaines, en tout cas, n'a pas été impliquée dans les prises de décision faites par le management de China Port Merchants. Donc, alors qu'elle conseillerait peut-être des plus petites sociétés, China Port Merchants est tellement une grande structure qu'elle a les ressources soit en interne, soit en se reposant sur des externes pour faire ce qu'on appelle en anglais le due diligence, l'analyse au préalable, parce que quand même c'est un investissement à 185 millions de dollars. J'espère pour eux qu'ils avaient quand même fait leurs recherches avant de signer l'accord. Et j'imagine que oui. Alors, évidemment, parmi ces écrits sur la relation entre l'État et les sociétés d'État, l'État a plusieurs mécanismes pour influencer le comportement de ces sociétés. Or, la philosophie générale, c'est une philosophie plutôt libérale, d'encourager les sociétés d'aller en dehors de Chine et de remporter des projets qui seront généralement financés en Chine. Mais le but, c'est de faciliter le processus d'internationalisation de ces sociétés, pas vraiment de les contrôler au jour le jour. Mais on pourrait penser que peut-être que l'État aurait dû intervenir en amont. Bon, c'est facile à dire avec le recul. Mais là où je pense que l'État aurait vraiment pu aider la société, c'est, j'ai le sentiment que les dirigeants ont peut-être fait ou cru un peu trop sur parole les promesses faites par le régime, surtout dans le cadre de la dispute avec Dubai Ports World, que le régime les protégerait, les indemniserait, etc. Je ne dis pas que ce ne sera pas le cas, mais il y a quand même un certain risque qu'ils encourent en suivant un peu trop près la position du régime. Donc, si on passe au second axe, évidemment, China Port Merchants joue un rôle donc, dans ce processus de fragmentation de l'expression de la puissance économique de la Chine. Mais évidemment, si on parle d'un projet de la BRI, il faut aussi commencer par regarder les intérêts et les actions des pays qui y reçoivent. Donc, au départ, suite au lancement de la BRI, les publications anglophones avaient tendance un peu à occulter le rôle des acteurs locaux. Maintenant, la tendance change. Mais on ne peut pas parler de projet à Djibouti sans regarder les intérêts et les dynamiques politiques du pays lui-même. Donc, mon livre met cela en avant. Ça n'a rien de particulier, mais c'est quand même important de le dire. Parce que, voilà. Donc, le régime est toujours au cœur de l'action, que ce soit le président lui-même ou ses conseillers les plus proches, tels que M. Hadi, le président de la zone portuaire et de l'autorité portuaire et de la zone franche, M. Dawale, le ministre de l'économie et des finances, et aussi, peut-être que ça ne plaira pas au régime, mais il faut l'admettre, M. Boré, qui a eu un rôle fondamental parmi tous ces projets. Peut-être moins sur les projets chinois, mais certainement, il était au cœur de l'action en ce qui concerne les autres projets de l'écosystème du terminal de conteneurs de Dorané. Donc, que ce soit la décision de signer la convention, alors c'est sans doute pour le régime un point un peu sensible. D'ailleurs, le président l'a admis lui-même que c'était une erreur. Certains de ses conseillers lui avaient conseillé de ne pas signer la convention telle qu'elle était, mais j'imagine qu'il y a eu dans sa tête cet équilibre entre les avantages et les désavantages en termes de modernisation du pays. Donc, de toute façon, ces débats ne cesseront pas dans les années à venir. En termes de la rupture avec Dubai Ports World et de la politicisation de cette dispute.
le régime est en partie responsable, la société émiratie aussi, et j'irais même jusqu'à dire que l'État émirati également. Ça s'est envenimé, et je pense qu'à la fin, il y a une réflexion presque émotionnelle, émotive, plus que rationnelle. En termes des nombreux déplacements en Chine, donc le président a souvent voyagé en Chine, ses conseillers aussi, les déplacements à Shenzhen, les déplacements à Shanghai, qui ont eu lieu même lors des pourparlers autour de la convention de concession de 2006. Donc, il y avait dès le départ un intérêt à interagir avec des interlocuteurs chinois pour essayer de moderniser le littoral djiboutien. De la vente de sa part dans la société anonyme à China Port Merchants, qui évidemment était le début de la fin de ses relations avec Dubai Ports World, à la nationalisation du terminal de conteneurs et de tous les biens physiques ou autres de la société émiratie. Donc là aussi, vous avez encore ce processus de fragmentation parce que les intérêts de l'État djiboutien ne sont pas ceux nécessairement de l'État chinois. Et même si certains aimeraient croire que ce soit le cas, Djibouti ne prend pas ses ordres de Pékin dans la prise de décision. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'influence, mais l'État est souverain. L'État prend ses responsabilités avec sa prise de décision. Donc, en termes du thème et de l'approche conceptuelle, je me suis reposé sur la coopération sud-sud. Alors, dans les écrits anglophones sur ce thème, vous avez plusieurs vagues. La première vague, il faut retourner aux années 55, la conférence de Bandung, le mouvement non annihilé dans le contexte de la guerre froide, le désir d'être neutre, et toutes les valeurs qui tournent autour de cette conférence, de l'importance de la souveraineté, de la non-ingérence, l'importance de l'émancipation nationale économique, surtout vis-à-vis du paradigme centre-périphérie, le désir d'autodéveloppement et le désir d'émancipation sur les structures coloniales. Cette mouvance, cette première vague va durer plus ou moins jusqu'à la première crise du pétrole en 1973. Ensuite, la deuxième vague est caractérisée par un repli en quelque sorte, ou une période beaucoup moins idéologique de la coopération sud-sud. Après, la mouvance ne dépérit pas, mais elle subit en fait sous l'ajout du consensus de Washington. Donc, vous avez dans l'hémisphère sud un processus de réforme en lien avec les principes du consensus de Washington qui permet l'émergence, entre guillemets, un des facteurs qui permet l'émergence des moteurs du Sud, donc de la Chine, l'Inde, des pays du Golfe, du Brésil, etc. Mais pour la majorité des pays du Sud, c'est une période difficile. Souvent, les pays en sortent avec un taux de pauvreté plus fort que quand ils sont qu'au début de cette période. Et ensuite, cette troisième vague, donc third wave, va commencer au début du siècle, où ces moteurs, ces pays, ces économies émergentes vont non seulement avoir un modèle de développement crédible à vendre, surtout parmi les pays du Sud, mais aussi un financement pour contribuer à cette fameuse coopération Sud-Sud qui se repose encore sur les valeurs telles qu'elles ont été débattues lors de la conférence de Bandung. Alors, ce qui caractérise d'un point de vue économique cette troisième vague, ce sont surtout des financements de concessions et des partenariats à vocation commerciale qui se distinguent de l'aide au développement. Donc, c'est là la grande distinction entre les deux, qui oppose d'un côté ce modèle de financement au modèle provenant du Nord qui s'ancre autour de l'aide au développement. Alors,
Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il est déjà 5h moins le quart, ici à Kuala Lumpur, 10h moins le quart à Paris. Donc, ce que j'ai remarqué à travers ces cas d'études, c'est que ce soit l'écosystème du terminal de conteneurs de Doralee ou l'écosystème du port à multifonction de Doralee, les deux représentent presque par excellence des projets de coopération sud-sud dans leur troisième vague. Or, ce ne sont pas des projets parfaits. Pourquoi? Parce que dans le cadre de l'écosystème du terminal de conteneurs de Doralee, vous avez le problème de la souveraineté nationale, évidemment, qui est très cher à l'État de Djibouti. Dans le cadre de l'écosystème du port à multifonction de Doralee, vous avez évidemment les problèmes d'endettement, mais d'autres problèmes aussi. Le problème de l'emploi, mais aussi le problème du renforcement de l'asymétrie entre les intérêts chinois et ceux de Djibouti. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Comme tout bon projet d'infrastructure chinois, mais ça peut aussi s'appliquer à d'autres pays et surtout d'autres moteurs de l'hémisphère sud, ce sont des projets qui sont censés protéger les intérêts économiques chinois en premier lieu. Le financement vient de Chine, évidemment, mais l'argent reste en Chine. Les sous-traitants, généralement, sont chinois. La main-d'œuvre est principalement chinoise, que ce soit le management ou les ouvriers. C'est un phénomène qui change, mais majoritairement, on se repose sur de la main-d'œuvre chinoise. Les biens et matériaux viennent de Chine. La propriété intellectuelle, le transfert de technologie, tout ça est décidé en Chine. Même les formations faites à Djibouti par les sociétés chinoises, en quelque sorte, bénéficient d'abord les intérêts économiques des sociétés chinoises. Donc, ce n'est pas une forme d'altruisme. Même si on peut associer la solidarité avec la coopération sud-sud, derrière cette coopération, il y a quand même la protection des intérêts. Et ça, c'est un point qui rejaillit assez souvent dans les écrits anglophones sur la coopération sud-sud. C'est que les États aiment utiliser le discours et la rhétorique qui va avec, mais évidemment protègent leurs intérêts. Et donc, pour revenir sur le point de l'emploi, si je cite le président lui-même, à l'ouverture de la zone franche, il avait quand même mentionné la création de 350 000 offres d'emploi directes. Si on prend la population totale de Djibouti, c'est quand même un sacré gros employeur. Surtout que le terminal de conteneurs de Doralee, à son apogée, avait à peu près 2000 employés. Donc, c'est extrêmement optimiste. Et surtout, une zone franche est faite pour attirer des sociétés et du capital étranger, ce qui n'exclut pas forcément de recruter des locaux, mais des gens, des citoyens djiboutiens, mais le premier réflexe va sans doute être de recruter en Chine, purement et simplement. Donc, évidemment, la zone franche a été ouverte depuis peu, donc il est peut-être un peu précipité de porter un jugement qui serait hâtif, mais en tout cas, les chiffres ne soutiennent pas, en tout cas, cette mouvance vers le développement de Djibouti, qui devrait être la priorité dans le cadre de la coopération sud-sud. En tout cas, c'est tel que je le vois. Alors, il y a aussi un autre point qui m'intriguait, et là, c'est plutôt en rapport avec les relations bilatérales entre la Chine et les Émirats arabes unis. Parce que quand la société émirati décide de passer en justice, non seulement ils traduisent en justice une société chinoise en Chine, ou du moins tout près de mainland China, ils sont aussi, en quelque sorte, en train de traduire en justice la BRI. Donc, il y a quand même un certain symbolisme. Peut-être que j'en fais trop, mais
Je le vois comme ça. Alors, du coup, j'ai du mal à penser que ça n'a pas rejailli sur les relations, la qualité des relations bilatérales entre les Émirats et la Chine, qui, si l'on suit le langage diplomatique, est très positif. Tous les écrits académiques, et là je me suis vraiment que reposé sur les trouvailles dans les écrits académiques, ce n'est pas ma spécialisation, le rôle de la Chine au Moyen-Orient et la relation avec les pays du Golfe. Donc, dans la littérature anglophone, les écrits sont extrêmement positifs. Il y a seulement un auteur qui fait référence au litige, c'est Jonathan Fulton, c'est le seul que j'ai trouvé. Le reste parle de la complémentarité entre la BRI et la politique économique pour l'avenir de l'économie émiratie, post-carbone. Mais j'ai quand même du mal à croire que ça n'a pas eu une incidence diplomatique. Donc, soit je me trompe complètement, c'est possible, soit ça a été géré à huis clos, comme tout autre sujet sensible pour la Chine au Moyen-Orient, comme la situation de la minorité musulmane en Chine, dans la province du Xinjiang. Alors, donc c'est aussi intéressant parce que la plupart des analyses sur la coopération sud-sud dans la troisième vague ont tendance à se focaliser sur un État émergent qui entreprend des projets dont un ou plusieurs pays, d'autres pays du Sud. Alors que là, dans les cas d'étude, vous avez deux leaders de la mouvance coopération sud-sud, donc la Chine et les Émirats arabes unis, qui se retrouvent quand même dans une situation où ils sont opposés l'un à l'autre. En tout cas, leurs intérêts clashent ici à Djibouti. Donc après, c'est aussi normal d'avoir des déboires dans le contexte d'une relation bilatérale, hein, ça arrive, mais il était aussi intéressant pour moi de voir est-ce que oui ou non, ça a eu un impact sur la qualité des relations bilatérales. Et ça n'a pas l'air de vraiment avoir eu une incidence. Alors, ça sert aussi évidemment de leçon pour les Émirats, pour d'autres pays du Sud, qu'ils soient plus développés ou moins développés, qu'il y a un risque à courir. Et le dernier point que je veux mentionner ici, c'est que au niveau mondial, il y a énormément d'instances qui prônent la coopération sud-sud, telles que UNCTAD, en français CNUCED, la PNUD, le mouvement des non-alignés et autres. Et même parfois, par exemple, IPSA, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, en coopération ad hoc. Donc, ce qui m'intéressait d'un point de vue théorique, c'est est-ce que ces soi-disant instances multilatérales ont un rôle à jouer pour essayer de trouver une solution à ces problèmes liés à des projets de coopération sud-sud. Et la réalité, c'est qu'ils n'ont aucun mot à dire. Donc après, évidemment, ils ne servent pas de cours d'arbitrage, ce n'est pas leur prérogative, mais il est quand même intéressant de voir qu'il n'y a eu aucune mention, quelle qu'elle soit, de la part de ces organisations par rapport à cette situation relativement délicate. Donc, pour ceux qui argumentent en faveur, comme on dirait en anglais, l'approche neoliberal institutionalist, où on met en avant le rôle des institutions, là, c'est un cas qui ne suit pas forcément la théorie. Donc, c'est aussi intéressant d'un point de vue théorique de mettre ça en avant. Mais c'est un point sur lequel je ne me suis pas vraiment attardé. Néanmoins, j'ai trouvé ça relativement intéressant à mettre en avant. Donc, j'en viens à mon dernier axe, et c'est celui plutôt géopolitique. Et ici, c'est d'essayer de comprendre si la puissance économique, qui est déjà, comme on a vu, fragmentée, comment elle s'exprime, ou comment elle se traduit dans l'ordre du pouvoir géopolitique. Alors, ici, on parle d'un environnement qui est celui de la Corne de l'Afrique, qui a ses propres dynamiques. Il faut soyons clairs. Hein, c'est une région qui, malheureusement, est historiquement très volatile. Donc, c'est vrai que si on cherchait
à faire une comparaison avec d'autres parties du monde, il faudrait aussi prendre en compte les différences en termes de dynamique. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, j'avais remarqué que les auteurs dans les écrits anglophones avaient tendance à occulter l'aspect géopolitique, qui est dommage. Donc, moi, j'ai tenté ma chance et j'ai essayé de l'inclure. Alors, si on parle de géopolitique, on fait référence à la Corne de l'Afrique, et d'autres l'ont bien mieux expliqué que moi, et bien avant moi, il faut prendre en compte les dynamiques sécuritaires de la Corne avec ceux dans le Golfe, et vice-versa, déjà, en premier lieu. C'est ce qu'on appelle en anglais un security complex. Donc, il y a le security complex de la Corne qui est lié au développement dans le Golfe. Et donc, de ce postulat, évidemment, les Émirats sont plus concernés par ce qui se passe dans la Corne directement que la Chine. Donc, mon analyse géopolitique, elle se porte plus sur les Émirats vraiment que sur la Chine. Ce qui est pour moi intéressant parce que s'il y a 1 an ou 1 an et demi avant de commencer l'écriture de ce livre, on m'avait posé la question en parlant de Djibouti, d'investissement et de géopolitique, j'aurais pensé à la Chine en premier lieu. Après, c'est sans doute parce que mes connaissances sur le Moyen-Orient sont plus faibles. Mais là, clairement, s'il y a un acteur qui a fait un usage, une instrumentalisation de ces investissements, surtout après l'explosion de la guerre civile au Yémen, dans la région, ce sont les Émirats. Donc, l'investissement a été conduit par la société émirati Dubai Ports World, mais elle avait aussi un enjeu clairement stratégique. Alors, il y a pour 3 raisons. La première, dans le cadre de la guerre civile au Yémen, c'est que c'est une guerre proxy qui oppose les Saoudiens, les Émiratis d'un côté contre les Iraniens de l'autre. Donc, les investissements servent, parmi d'autres avantages, à convaincre les pays de la Corne de se ranger derrière le clan saoudien émirati. Le deuxième objectif est à but stratégique, voire militaire ou tactique, c'est-à-dire d'investir dans des infrastructures de la région pour ensuite s'en servir dans le cadre du conflit contre les rebelles Houthis au Yémen. Donc, c'est surtout le cas de l'investissement dans le port d'Assab, où les promesses faites par Dubai Ports World, avec le soutien de l'État émirati, dans le port d'Assab, pour ensuite se servir des infrastructures pour bombarder les positions des rebelles. Il y avait aussi cette idée, après l'annonce en 2017 de l'investissement à hauteur de 442 milliards de dollars dans le port de Berbera. Mais celui-ci, il me semble, en tout cas jusqu'à la fin 2021, n'a pas servi pour un point de vue purement militaire. Et enfin, le troisième objectif, qui n'est pas à négliger, c'est clairement, c'était fait pour sanctionner Djibouti. C'était la revanche, en quelque sorte, pour la décision de nationaliser les biens de la société émirati. Parce que c'est vrai que même jusqu'à 2016-2017, les relations bilatérales n'ont pas encore vraiment empathie. Mais à partir de 2018, la tension, elle est clairement là, des deux côtés. Donc, où c'est important, c'est que le premier litige, la première série de litiges, a eu une incidence directe sur la capacité de l'État émirati de conduire des opérations à partir de Djibouti dans le cadre du conflit civil au Yémen. Après, je ne dis pas que ça aurait changé forcément la donne, mais avec le recul, peut-être que c'était une erreur de pousser à bout cet acte, entre guillemets, de vengeance. Facile pour moi de dire, ce n'est pas moi qui ai pris la décision, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Alors après, la puissance économique est traduite d'un point de vue géopolitique, mais est-ce qu'elle sert? Est-ce qu'elle a une valeur ajoutée? Eh bien, évidemment, on peut tous avoir une opinion différente sur la matière, mais à la fin de 2021 ou même dans l'année 2022,
ce qu'on remarque, c'est l'instabilité dans la Corne de l'Afrique n'a pas été du tout éradiquée. D'ailleurs, la situation est sans doute pire qu'avant 2015, malgré l'accord historique en 2018 entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Et d'ailleurs, les Éthiopiens sont particulièrement impliqués dans la manipulation des uns et des autres, notamment des investissements émiratis dans la région. On pourrait peut-être en revenir pendant la séance des questions-réponses. Mais clairement, en tout cas, en ce qui concerne les intérêts émiratis dans la région, la situation s'est empirée. Leur sentiment de sécurité s'est empiré parce que vous avez l'attaque sur le sol émirati en 2002 réalisée par les rebelles Houthis. C'est quand même une situation désavantageuse d'un point de vue stratégique et sécuritaire. Alors, si je passe à la Chine maintenant, évidemment, le conflit au Yémen n'est pas un conflit chinois. Bon, la Chine a vendu des drones aux Saoudiens, aux Émiratis, et j'imagine que la vente d'armes aux Iraniens a servi aux armes qui ont été passées parfois par Djibouti aux rebelles à Yémen, comme dans d'autres conflits, par exemple le conflit entre l'Iran et l'Irak en 1988, où des armes chinoises avaient été trouvées des deux côtés de la frontière. J'imagine que c'est le cas aujourd'hui. Je ne suis pas allé regarder, donc je peux aussi me tromper, mais c'est ce que je suppose. Dans le cadre de la Chine, je ne remets pas en cause son influence politique, diplomatique, économique, mais d'un point de vue purement stratégique, la Chine n'a pas été impliquée dans ce conflit civil et donc joue un rôle plutôt de second ordre d'un point de vue géopolitique, qui n'est pas une critique en soi, parce qu'on pourrait dire la même chose des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni et de la Russie, les autres membres du P5. Et d'ailleurs, à long terme, déjà, ce n'est pas vraiment dans la manière de faire chinoise de s'impliquer dans des conflits à l'étranger qui ne sont pas le leur, en tout cas directement, c'est-à-dire d'envoyer des soldats et autres, et purement et simplement, peut-être une volonté de ne pas s'impliquer du tout à long terme pour en effet éviter les conséquences que cela pourrait engendrer sur la réputation de la Chine ou autre. Mais bon, ce que l'on observe, c'est que la Chine joue un rôle plutôt discret, en tout cas pas forcément en lien avec le langage qui sort aujourd'hui de Pékin, du ministre qui a fait le tour de la région, qui a été en Éthiopie très récemment, où la Chine chercherait à jouer un rôle plus marqué. En tout cas, de 2015 à 2021, on ne le voit pas vraiment. Et d'ailleurs, la proposition faite par les Chinois de remplacer le contingent qatari à la frontière contestée entre Djibouti et l'Érythrée, à cause du départ du contingent suite à l'embargo saoudien sur les Qataris et du fait que Djibouti et Érythrée s'est rangé derrière le clan saoudien, la Chine a proposé de remplacer le contingent, mais cette proposition est tombée à l'eau. Alors après, je ne suis pas allé plus loin dans ma recherche, mais bon, ça rejaillit pas vraiment sur ceux qui parlent d'une puissance hégémonique potentielle. Et mon dernier point ici, ce serait de dire, dans le cadre de ses relations avec le Moyen-Orient et les pays du Golfe, la Chine a une politique qui est de ne pas se faire d'ennemis. C'est sans doute la seule puissance qui est alliée avec, peut-être pas alliée, mais en tout cas qui a des rapports cordiaux avec les Iraniens, mais aussi avec les Saoudiens et les Émiratis, des deux côtés. Une des critiques qui est faite dans les écrits anglophones, c'est que la Chine ne pourra jamais remplacer les États-Unis dans un rôle pareil, quasi hégémonique dans la région, si elle le voulait bien, évidemment, parce qu'elle ne prend pas parti. Bon, après, on peut débattre sur les mérites de cet argument, mais si il y a bien un security complex qui lie le Golfe à la Corne de l'Afrique, la Chine, donc, appliquerait aussi cette politique de ne pas froisser les uns et les autres, ni les Éthiopiens, ni les Somaliens, ni Djibouti, ni l'Érythrée. Bon, ça reste à voir. Et donc, du coup, ne prendrait jamais position sur la dynamique de la politique de la Corne. Donc, du coup, j'en finis avec un rôle plutôt discret qui ne va pas dans le sens de dire que, oui, la Chine est un acteur économique non négligeable, c'est sûr et certain, mais ça ne se traduit pas forcément avec une influence géopolitique.
Donc, je suis désolé, j'ai vraiment trop parlé. Je vais faire vite sur mes conclusions. Donc, de ce fait, les notions du pouvoir économique dans le contexte de la coopération dite de la coopération sud-sud dite troisième vague subit une fragmentation. L'État demeure un acteur magistral, mais n'est pas toujours forcément au premier plan, et ceci vaut pour la Chine, mais aussi pour les Émirats arabes unis, dans le cadre de leur projet coopération sud-sud à Djibouti et dans la Corne de l'Afrique. De ce fait, peu importe le contenu de ces intérêts stratégiques qui guident son financement de projets BRI, ici pour le cas de la Chine, ces intérêts reposent également sur des acteurs non étatiques ainsi que des autorités étrangères, d'où le processus de fragmentation. Ces variables, se rajoutant à la volatilité endémique de la Corne, viennent infiltrer les expressions du pouvoir géopolitique et ainsi générer des résultats stratégiques mitigés, voire inattendus. Et sur ce, je vous remercie infiniment pour votre attention. C'est nous qui vous remercions pour cet exposé extraordinaire. Vous êtes complètement plein de votre sujet que vous n'arrivez plus à voir où est le temps. Nous en avons bénéficié, c'est tout à fait certain. Je me rappelle au début de cette intervention, vous disiez que vous ne saviez pas si vous alliez tenir 45 minutes, mais vous nous avez tenu au-delà sans difficulté. Il y a un seul problème que je peux évoquer, et que ça… Une des personnes qui a dû s'abstenir m'a demandé s'il y a un enregistrement. Et effectivement, il y a un enregistrement, mais qui sera tronqué des premières minutes parce que j'ai oublié de cliquer au moment opportun. Mais disons que 99% de votre exposé est bien présent. Et s'il y avait des réclamations, qu'ils achètent votre livre. Bon, alors, je vais m'abstenir de commenter pour passer directement la parole à Sonia, qui a un certain nombre de questions à vous poser. Merci beaucoup, M. Perrault. Merci beaucoup, Benjamin. C'est vraiment c'était une présentation passionnante, tout comme ton ouvrage que je recommande à tout le monde de lire parce que c'est vraiment une enquête très pointue, précise sur ce sujet. Je vais juste poser quelques questions. Est-ce que je pose une question ou j'en pose deux, trois d'affilée et après on laisse la parole aux gens? Non, je pense que vous vous déchargez de votre fardeau et après ça, il s'en dépatouillera. Ok. Mais comme ça, tu peux choisir un peu ce que tu veux répondre ou pas. Et puis, et je te fais un ensemble là, de remarques et de questions. Mais de mon point de vue qui est très limité, je ne suis pas spécialisée de ces questions-là. J'ai trouvé que c'était vraiment passionnant parce que c'était un livre au carrefour de la politique économique internationale, les relations sud-sud et la BRI. Et je trouve que ton travail montre que vraiment le champ de la politique économique internationale est en ce moment vraiment un champ foisonnant en relations internationales et tu le démontres parfaitement. C'est de ce côté-là qu'il faut regarder en ce moment. Alors moi, ça me fait toujours un peu peur parce que je n'ai l'impression de pas maîtriser suffisamment les questions économiques pour aller sur ce champ. Mais ouais, c'était vraiment passionnant. Alors peut-être une ou deux questions, à revenir un petit peu sur, comme c'est un séminaire de recherche, un peu de l'épistémologie, et puis quelques questions plus portées sur ce que je connais plus, qui est Djibouti, mais au regard des spécialistes qui sont dans la salle virtuelle. Il y aura aussi beaucoup de questions sur la Chine et les rapports et les relations sud-sud. Donc, je partage le travail. Alors, effectivement, tu montres donc il y a une dynamique effectivement d'une coopération sud-sud que tu appelles, en anglais je crois que c'était 3.0 de temps en temps, mais un peu la troisième vague. Tu montres les limites aussi de cette coopération en montrant que ça n'est pas, et je trouvais que c'était totalement appréciable dans ton travail, c'est pas que des relations étatiques et top-down, qu'il y a véritablement une fragmentation. Donc, c'est aussi les limites que tu pointes dans cette coopération sud-sud, qu'il y a aussi des entreprises, et dans le cas chinois, tu montres que parfois, elles vont contre l'intérêt de l'État chinois. Et tu le dis aussi à la fin que donc il y a une fragmentation, ce n'est pas que l'État chinois ou émirati. Qu'en est-il dans le cas de Djibouti? Est-ce que parce que c'est un petit pays, pour le coup, là, on voit surtout l'État djiboutien ou le régime djiboutien, moins de fragmentation et qu'on voit plus un bloc monolithique sur ces questions-là. Donc, peut-être voilà, t'ouvrir un petit peu là-dessus. Tu le dis, effectivement, il faut traiter alors, ce qu'on appelle aussi parfois l'agency de l'acteur djiboutien.
tu le montres dans ton ouvrage. Alors, peut-être j'aurais bien aimé aller encore un petit peu plus loin dans la Gen-Z de cet acteur djiboutien et je me demandais si dans ta méthodologie, tu avais pu faire aussi quelques entretiens, alors soit avec les Djiboutiens et également dans les entreprises. Alors peut-être, là je parle vraiment, c'est peut-être compliqué niveau chinois. Est-ce qu'avec les Émiratis, tu as pu peut-être faire quelques entretiens? Parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas ou qu'on ne voit pas et parfois on peut y accéder avec des entretiens. J'y pense aussi parce que sur la fin, tu parlais du rôle politique chinois ou géopolitique chinois dans la région. Et je me suis dit, est-ce que c'est peut-être… non, je n'ai pas la réponse. Hein. Est-ce que c'est qu'on ne voit pas tout simplement pour l'instant? Tu vois, peut-être en faisant quelques entretiens avec des responsables djiboutiens, là, je sais qu'il y en a dans la salle, ou d'autres de la Corne de l'Afrique. Est-ce qu'on saurait un peu plus, justement, est-ce que ce n'est pas plus caché, plus discret les que peuvent avoir les Chinois dans la zone? Alors, certes, peut-être qu'il est en évolution, au sens qu'ils ont nommé, il me semble, aussi un spécialiste, un représentant pour la région. Donc, on s'est dit, tiens, est-ce qu'il commence à avoir une ambition? Comme tu l'expliquais, dans la littérature anglophone, on a beaucoup parlé de, je pense à Nuno Montero qui disait que le monde était encore unipolaire, parce que seuls les États-Unis avaient l'ambition et la capacité de projection à travers le monde qu'auraient pas les Chinois. Et le livre a été écrit en 2014, donc un an après le lancement de la BRI. Et je me disais, à chaque fois, j'observe en me disant, mais est-ce que du coup, on n'a pas cette ambition aujourd'hui chinoise, au sens où ils ont maintenant, voilà, il y a la BRI, il y a la base chinoise à Djibouti, il y a ce représentant dans la Corne de l'Afrique. Donc, est-ce qu'ils ne veulent pas s'en mêler un peu plus? Certes, le poids n'est peut-être pas encore important, mais est-ce qu'on ne peut pas évaluer une évolution finalement et qui irait vers cette ambition? Donc, bon, je ne sais pas si on aura la réponse, hein, mais pour en discuter. Je me demandais également, donc ça, non, je viens de te le dire, parce que j'ai tout noté, et forcément, comme d'habitude, mes notes sont dans tous les sens. C'est que c'était passionnant. Je me suis également demandé, ah oui, tu as parlé de la dette, de cette question-là, de la manipulation qu'il y a eu un petit peu autour aussi de cette question de la dette. Et tu as beaucoup rappelé aussi la souveraineté djiboutienne. Et je me suis demandé, sur ces questions-là, comment évaluer le rôle, l'agency et la marge de manœuvre finalement des Djiboutiens. Au sens où, on dit souvent en relations internationales, il y a une égalité formelle de tous les États qui sont égaux sur la scène internationale. Néanmoins, il y a une hiérarchie informelle. Et même si les Chinois parlent souvent du win-win, cette égalité n'est peut-être pas si évidente. Et je me demandais quelle était encore cette agency djiboutienne et cette marge de manœuvre djiboutienne. On a l'impression qu'il y a souvent des négociations. Et finalement, est-ce qu'ils n'ont pas un peu quand même la corde au cou avec les Chinois? Si je crois qu'en ordre de valeur, quand les Occidentaux crient au loup, en ordre de valeur, c'est 2 mois de test Covid, de rembourser la dette djiboutienne. Donc, si c'est un tel problème pour les Européens et les Américains, je pense qu'on peut faciliter les choses. Et juste pour terminer, donc, comme tu as compris, j'ai vraiment beaucoup aimé cet ouvrage, j'ai appris plein de choses sur ce différend qu'en général, dans mes conférences, je mets de côté, je dis c'est très compliqué. Donc, je suis contente d'en avoir appris un peu plus. Et forcément, pour faire un reproche, si je peux me permettre, c'est effectivement beaucoup de la littérature anglo-saxonne. Et plusieurs fois en lisant, je me suis dit, oh ben non, alors avant de savoir qu'Amina était dans la salle, je me suis dit, oh ben non, avant tel auteur anglais ou éthiopien. Amina a écrit un ouvrage, donc Djibouti contemporain en 2013, où il y a un article sur le port, où il y a, je pense à Aden Abdelahi, évidemment, qui écrit beaucoup sur ces questions-là. Tu parles un peu du plus historique sur Djibouti, j'ai pensé à Simon Imbert, je vois que François Guizou est présent, et forcément sur l'agency et le rôle des petites études. J'ai pensé un peu aux travaux que j'ai pu faire également. Donc voilà, de temps en temps, je me dis, je ne veux pas faire de la provincialisation, mais il n'y a pas que les Anglais. On dit qu'il faut décoloniser les bibliographies, il faut aussi les désangliciser. Et les francophones, on a écrit dessus, et on a des chercheurs aussi à Djibouti qui écrivent sur ces sujets-là. Tu vois, c'est vraiment s'il fallait dire quelque chose. Mais merci beaucoup pour cette présentation. J'ai peut-être déjà trop parlé, donc je te laisse la parole et à nos collègues. Benjamin, à vous. D'accord. Merci Sonia. Alors moi, je pensais que j'avais vraiment tapé dans une forme de littérature francophone
sans doute pas suffisamment académique. Souvent, le problème, c'est que je n'y ai pas accès. C'est pas que je voulais pas, mais je n'y ai pas accès de Nottingham. Malheureusement, ils ne croient pas en l'académique francophone, hein, c'est dommage. C'est pas par faute d'avoir cherché, hein, mais je me suis buté souvent à est-ce que j'investis ou pas dans tel ou tel article. Donc peut-être que ça explique pour toi. Pourquoi? Donc après, j'ai voulu me reposer aussi sur des sources françaises. Et souvent, j'ai pensé à Thierry, j'ai pensé à Xavier Oregan, et à vous aussi, Sonia d'ailleurs, à vos articles, et à quel point c'était aussi important d'avoir la version francophone. Et aussi, évidemment, c'est vrai que ça manque en termes de contribution djiboutienne, en termes, ou même de spécialistes de la région, même s'il y en a quelques-uns qui sont cités. Généralement, c'est leurs écrits en anglais. Donc, c'est vrai que je suis d'accord avec vous là-dessus. Donc, dans l'ordre, l'État djiboutien, en termes de bloc monolithique, eh bien, ma réponse, ce serait oui, je pense. Il y a quand même une forme d'unité. C'est vrai que la structure de l'État, en termes de capacité, en termes de taille, fait que je pense qu'il est plus facile de former un bloc monolithique en comparaison avec un État comme la Chine qui a des ressources un peu partout, étatiques ou autres. En tout cas, on a le sentiment à travers le livre que la position est claire et que tous les acteurs autour du président, le président lui-même, ont une ligne qu'ils suivent du début jusqu'à la fin. Donc, en termes de agency, je le remets vraiment là sur le coup sur le président et ses conseillers les plus proches. Après, ça reflète aussi le système politique, qui a peut-être aussi une incidence sur en termes de calibrer the agency en question. Voilà. J'espère que ça répond à votre question. Et donc, voilà, en termes de méthodologie, donc j'attendais cette question et elle est très juste. Alors d'ailleurs, je crois que M. Aden est présent avec nous. Ça doit être un des seuls à Djibouti avec lequel j'ai failli avoir un entretien. J'ai essayé à distance, mais c'est vrai que j'ai commencé mes recherches pour ce livre en mai 2020, donc quelques mois après le Covid. En Malaisie, on a quand même subi de plein fouet en l'été 2021. J'étais coincé chez moi ici avec mes enfants en bas âge. Pas idéal vraiment pour faire de la recherche et voyager, c'était hors de question, malheureusement. Mais je dois aussi avouer, je pense qu'il y aura une deuxième édition du livre suite à la décision qui va être prise. Et j'espère sincèrement, entre-temps, pouvoir faire des entretiens et me déplacer un peu plus. C'est mon espoir. Mais en effet, j'ai commencé aussi. Les jugements que j'ai trouvés sont extrêmement détaillés. Donc, par exemple, la contribution de M. Boré va dans un détail que pour un chercheur comme moi, ce serait simplement impossible de tenir autant de détails. Le détail est là, tout le travail est là, tous les documents sont là. C'est logique, ça fait partie de l'exercice. Mais moi-même, je ne pourrais pas, même si je passais une année et plus sur place, je pense que je n'obtiendrais pas autant de profondeur. Donc, c'est pour ça qu'à la fin, c'est vrai qu'en parallèle, j'ai essayé d'obtenir des entretiens. Donc, j'ai tenté avec la société Dubai Ports World et à chaque fois, j'ai eu la même réponse, c'est puisque l'affaire est en cours, on ne veut pas vous adresser la parole. Ce qui était dommage, mais qui est aussi compréhensible, c'est une affaire sensible, confidentielle, il y a des millions de dollars en jeu. Voilà. Bon, c'était dommage, mais je pouvais comprendre. J'ai essayé à plusieurs reprises. J'ai même tenté avec les avocats à Hong Kong, des cabinets d'avocats. J'ai tenté avec les juges qui avaient traité des cas antérieurs, donc qui n'avaient plus de conflit. J'ai trouvé leur contact, j'ai essayé aucune réponse. Donc, après, je me suis dit, bon, je pense que j'ai suffisamment de données, parce que j'avais publié un article en 2021 sur le sujet, mais je me suis dit, bon, j'ai tellement de données avec que je pense que pouvoir en faire un livre. Et après, j'étais tellement pressé de le publier, je vous avoue que je me suis dit, bon, on publie d'abord et ensuite on voit en fonction. Mais je suis d'accord que non seulement ce serait bien d'avoir plus de voix djiboutiennes, ce serait bien aussi de pouvoir aller sur place, au moins pour me rendre compte moi-même
de la chose, dans le cadre de ce cas d'étude. Alors, je surveille juste l'heure parce que je vais, à un moment donné, il va falloir que je parte aussi. C'est votre séance, vous l'utilisez comme vous l'entendez, vous D'accord, prenez le c'est temps juste pour que répondre. la crèche ferme bientôt et du coup, Bon, d'accord. je vais devoir partir bientôt, mais bon, je réponds, je continue de répondre aux questions. En termes de dette, alors, je le mentionne seulement à la fin du livre. Évidemment, c'est un sujet qu'on ne peut pas négliger. C'est un sujet très important pour l'État djiboutien. Donc, ma petite théorie, c'est que ce qui pourrait arriver aux Émiratis pourrait très facilement arriver aux Chinois, pourquoi pas. Même si l'étendue de la dette est bien plus supérieure, il ne faut pas oublier qu'en 2010, 2011, 2012, l'investisseur numéro 1 n'était pas chinois. Donc, c'est quand même là le début de la fin, entre guillemets, de la relation entre le régime et l'État du Belt and World. Donc, on a vu déjà des tensions. Ce qui arrive, hein, je veux dire, c'est pas... là, j'en fais des gorges chaudes, mais ça arrive tous les jours. Je pense qu'il y a une appréhension du côté chinois, en tout cas, suite à la nationalisation, je ne sais pas si... Je pense que c'était un peu une surprise pour tout le monde, y compris les acteurs économiques chinois. En termes du gouvernement djiboutien, de ce que j'ai compris, il y a eu une volonté de renégocier la dette bien avant Covid, mais qui traîne. Le gouvernement chinois a dit OK pour une réévaluation de la dette en ce qui concerne le chemin de fer Addis-Djibouti, mais pas de façon uniforme sur tous les projets. Donc, après, le président Guelleh a lui-même justifié le fait que la dette n'était pas un problème en termes du rôle de la trésorerie et autres. Ça, c'est sa version des faits. Mais je pense que Djibouti, comme nombre d'autres pays du Sud, a des difficultés à faire revisiter la dette qui est due aux banques d'investissement publiques chinoises. Et après, il faut se mettre dans la position chinoise. S'ils commencent à donner leur accord pour renégocier toutes les dettes, eh bien, ils ne vont jamais pouvoir s'en sortir. Donc, c'est aussi normal qu'ils soient réticents. En tout cas, c'est aussi difficile de l'extérieur de comprendre les dynamiques. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils cherchent à repousser le plus possible ces négociations, ces réévaluations de la dette. Juste pour en venir à la deuxième question sur la méthode, oui, j'avais aussi tenté de contacter des représentants de China Port Merchants, mais comme la société émirati, on m'a gentiment fait comprendre que ce n'était pas un sujet qui intéressait beaucoup. Voilà. OK, je pense que j'ai touché à toutes les questions de Sonia. Avant de passer la parole à Jean-Pierre Cabestan qui semble vouloir poser des questions, je voudrais juste intervenir un petit peu à propos des nouvelles routes de la soie, à la fois sur ce que Benjamin a dit, mais sur ce que Sonia a dit. Vous avez évoqué la corde au cou. Je dirais que ce ne sont pas les Chinois qui mettent leur corde au cou des pays avec lesquels ils sont en contact, mais ce sont les pays eux-mêmes. Et pour une raison toute bête, c'est une mécompréhension ou une incompréhension de ce qu'est effectivement la stratégie des nouvelles routes de la soie. Et cette incompréhension, elle résulte du fait qu'on ne prend pas en considération qu'il y a en fait deux niveaux de stratégie. Il y a un niveau stratégique qui est purement économique et un niveau stratégique qui est purement politique. Alors, ça peut se recouvrir, mais ce n'est pas du tout évident. Alors, pour simplement simplifier la présentation, je vous dirais que parmi les pays sur la planète qui participent économiquement à la stratégie de nouvelle route de la soie, il y a recensé statistiquement par les autorités chinoises 63. Un seul en Afrique, l'Égypte. Mais en revanche, si vous prenez la biais politique, vous apercevez que la couverture est beaucoup plus importante. Hein, et ça comprend aussi bien l'Italie, etc., ou des pays de l'Est de l'Union européenne. Hein. Et donc, Djibouti fait partie, à titre politique, de la stratégie des nouvelles routes de la soie, qui n'est plus à ce moment-là effectivement une stratégie, qui est effectivement une initiative qui intéresse tout le monde. Alors, la grande ambiguïté, c'est que l'on croit
que parce que politiquement on fait partie de cette initiative, on fait aussi partie de la stratégie économique. Ce n'est pas du tout évident. Et je dirais que le responsable de la zone franche de Djibouti, dont le nom tout d'un coup m'échappe, et qui était interviewé par une télévision marocaine, avait évoqué le fait que ça allait permettre d'avoir un grand nombre d'emplois créés sur place, et ça méconnaissait très réellement les aspects économiques de la stratégie des nouvelles routes de la soie, pour se placer simplement dans la puissance du discours, qui est en fait le moteur de l'initiative Nouvelle route de la soie, de l'initiative politique. Et d'où cette ambiguïté. Ce qui m'amène également à voir les choses, effectivement, et ça vous avez raison de l'avoir rappelé, c'est ce que je dis depuis longtemps, les zones économiques spéciales gérées par les Chinois à l'étranger, ce sont des cocons sinisés qui doivent servir aux entreprises chinoises avant, et donc au développement ou la prolongation, c'est-à-dire qu'on essaie de créer à l'étranger des projections à des zones économiques qui sont en Chine, parce que celles-ci ont des problèmes de rentabilité d'une manière générale. En les exportant, on réduit les coûts, mais disons que ce n'est jamais qu'une prolongation de quelque chose, d'une activité chinoise en Chine à qui l'on donne une seconde vie. Et ça se verra sans doute à Djibouti, mais là, le cas est un peu particulier parce que le but de la China Merchants Port, c'est de créer un hub, donc des sociétés de services, et non pas d'avoir une zone industrielle. Contrairement à ce qui se passe effectivement en Égypte, où les zones économiques spéciales chinoises, il y en a deux, une qui est en construction et l'autre qui fonctionne depuis un certain nombre d'années, où là, effectivement, c'est industriel, mais de toute façon, c'est industriel parce que c'est ce qui permet, dirons, de rentabiliser une activité qui était devenue non rentable en Chine et profiter d'un certain nombre d'avantages, comme les accords Keyes avec les États-Unis ou les avantages que peuvent accorder l'Union européenne. Donc, en fait, la présence en Égypte, c'est vraiment une présence de stratégie économique, et qui est organisée par le gouvernement chinois, en l'occurrence, puisque la zone économique spéciale qui fonctionne, c'est une zone homologuée par Pékin, par le MOFCOM, tandis que la zone économique spéciale qui est créée par la China Merchants à Djibouti, elle n'est pas du tout homologuée. C'est vraiment une zone développée par une entreprise et qui reproduit un modèle, mais un modèle de développement par le service tourné vers l'extérieur. Et quand on vous parle du modèle de Choco pour l'expliciter, c'est bien un modèle qui est externe, externalisé. Ce n'est pas du tout un modèle qui doit s'appuyer. Et la justification qui avait été donnée à l'origine dans les années 70, dès les années 70 au début des années 80, pour justifier ce modèle, c'est que l'arrière-pays était trop sous-développé pour pouvoir servir le développement de la zone. Donc, si vous voulez, on reprend un vieux modèle qui a marché, qui a été au bénéfice de la China Merchants, mais effectivement, dans un contexte où derrière, on ne pense pas qu'il soit nécessaire de créer des liens économiques étroits avec l'Interland. Donc, si vous voulez, on est vraiment sur deux mondes, et selon la façon dont le pays qui hôte, qui accueille ces investissements chinois, ces présences chinoises, interprète, elle va sur-interpréter et sur-demander par rapport à ce que, effectivement, les entreprises chinoises ou éventuellement la Chine sont prêts effectivement à donner. Ce qui m'amène également à la question de l'endettement. L'endettement, tant que la Chine sera seule à négocier, il est évident qu'elle va être toujours, pour pouvoir effectivement renégocier de façon systématique et, dirons-nous, effective, la dette des nombreux pays qui peuvent avoir des problèmes, qui ne sont pas forcément des problèmes chinois, mais qui sont des problèmes généraux d'endettement. Il n'y a qu'une seule solution, c'est la renégociation collective dans une structure qui pourrait être le Club de Paris, mais qui pourrait être une structure nouvelle. Mais le gros problème aujourd'hui, c'est que même ça, et ça c'est la force
dirons-nous, de l'argumentation chinoise, c'est que même ça ne tient plus la route, parce que le problème, ce n'est plus les endettements bilatéraux, mais ce sont les bailleurs obligataires qui, là où il y a effectivement des problèmes, ont la haute main sur les endettements souverains. Et donc, à ce moment-là, la Chine n'y peut rien. Et ces endettements souverains, c'est la plus grande, ces endettements obligataires, c'est la plus grande opacité, parce que vous ne savez pas qui sont en fait les détenteurs effectifs. Ça peut d'ailleurs aussi bien être des entreprises américaines que des entreprises chinoises. Donc, bon, il faut que j'arrête là parce que Jean-Pierre a déjà ouvert son micro, il est prêt à bondir. Jean-Pierre, je te passe la parole. Merci, merci Benjamin. Je ne vous ai pas beaucoup de temps, alors je vais aller droit au but. Vous avez déjà répondu sur la dette. Juste peut-être un conseil pour la dette, il faut regarder un peu ce que la Chine a déjà accordé comme remise de dette ou comme rééchelonnement, accord de rééchelonnement de la dette avec d'autres pays. Je pense à la Zambie ou en particulier. Il y a déjà eu des accords, ou même le Sri Lanka. Donc il faut voir un peu les précédents. Pour la Cour, pour le tribunal, vous avez répondu dans le chat déjà, parce qu'il n'y a pas de cour suprême à Hong Kong, c'est une cour de dernier appel. Est-ce que c'est à cette cour de dernier appel que vous faites allusion Non, donc oui, parce que j'ai traduit de l'anglais au français, donc c'est Court of First Instance, et il y a aussi la Court of Appeals. Donc c'est pas la cour de dernier appel, mais moi, je suis très curieux de voir la décision de ce tribunal, mais ça m'étonnerait qu'il soit en faveur de Dubaï. Mais enfin, on verra. Hein. Oui, vous pensez qu'il… Ça m'étonnerait qu'il penche. Enfin, ou alors ils resteront neutres, hein, mais ça m'étonnerait qu'ils fassent un jugement en faveur de Dubaï, mais on verra. Ma question, elle est plutôt portée sur la zone franche, parce que vous n'avez pas beaucoup parlé. Et vous savez, et plus globalement, la présence économique chinoise à Djibouti, elle est importante, parce que la Chine a un centre de projet à Djibouti, et la zone franche à côté de Raleigh, mais il y a aussi la zone franche de Damerjog, où les Chinois sont également présents. Et la zone franche actuelle, c'est 1/10, c'est vraiment une petite zone par rapport au projet final qui a été annoncé au départ, qui était extrêmement ambitieux. Et j'aimerais bien avoir plus d'informations sur la situation actuelle et ce qui va se passer dans les années à venir, parce que cette zone est quand même beaucoup ralentie, d'après ce que j'ai compris. Eh bien, la seule information que je peux apporter, c'est qu'en effet, le lancement de la zone a été je pense qu'il y a eu quand même un aspect politique derrière. De plusieurs côtés, pour mettre en avant le fait que ça allait être la plus grande zone, et donc du coup, ça justifiait la dette localement et autres. Mais en termes de chiffres, alors attendez, en termes de chiffres, du nombre de sociétés qui sont enregistrées, c'est pas du tout dans ce qu'on attendait. C'est bien en delà. C'est 22, c'est une vingtaine, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Mais les enregistrées, est-ce qu'elles sont déjà présentes ou pas? Parce que s'enregistrer, c'est une chose, puis après développer une présence, c'est une autre. Oui, alors ça, je ne sais pas, donc oui. On va aller voir plus. Amina, il faut demander à Amina ce qu'elle en pense, parce que et ceux qui sont basés à Djibouti ont plus d'informations aussi. Non, à peu près 36. Ah, d'accord. En 2020. 36 en 2020, ouais. Mais après, registered, donc registered, enregistré, ça ne veut pas forcément dire être présent. En tout cas… et si ce sont des sociétés de services, ça ne veut pas dire qu'il y a grand monde non plus. Exactement, ouais. D'accord, les Damerjog, vous avez du nouveau sur Damerjog, l'autre zone où il y a un terminal pétrolier, je crois. Non, sur Damerjog, j'ai seulement regardé Goubet et autres, leur financement, à quoi ils servent, mais je ne me suis pas vraiment penché sur là où ils en sont. J'ai seulement fait référence en bas de page à la structure du financement, aux groupes qui les ont construits et comment ils s'inscrivent dans la politique économique. Je ne suis pas allé plus dans le détail que ça. Merci. Amina a été sollicitée tout à l'heure, veut-elle intervenir?
Oui, merci Thierry. C'est-à-dire que on va dire que la zone franche n'a pas été aidée par le Covid aussi. Le Covid, donc, pour l'instant, ce qu'il y a, il y a des sociétés. Moi, ce que j'ai personnellement visité, ce sont des entrepôts pour réexporter des biens vers l'Éthiopie. Alors, la zone franche, la construction du port de Damerdiog, d'après ce que j'ai compris, est un peu ralentie, voire à l'arrêt actuellement. J'ai entendu parler de quelques problèmes de financement, mais je n'en sais pas plus. Le terminal, le port du Goubet donc, est un port minéralier et celui de Tadjoura, pour l'instant, sert essentiellement pour le débarquement du gaz, du charbon et de la ferraille. Ouais. Voilà, ce sont les dernières informations que j'ai actuellement. Et merci Benjamin pour cet exposé très, très intéressant et très riche. Merci. Qui souhaite s'exprimer? À quelle heure la crèche? Je pense que je vais devoir partir dans 5 minutes. 5 minutes. Donc, une dernière question qui pourrait être posée. Alors, moi, j'en veux en poser une. Je vous avais finalement très peu parlé de Berbera. Oui. Alors qu'en fait, c'est un des arguments qui me semblait avoir été évoqué par Djibouti en disant vous faites à Berbera ce que vous deviez faire pour compléter le port de Doralé. Hein, et donc, vous nous privez d'une partie de nos bénéfices. Et vous avez en revanche insisté sur ce port en Érythrée, mais vous avez aussi le port de Massawa et le port Soudan, dans la mesure où ce sont des débouchés qui étaient prévus avec Berbera pour les productions éthiopiennes. Donc, on était là dans un système où finalement, on peut se demander si à l'origine, le port de Doralé n'avait pas été surévalué et la façon dont le port a été ensuite réanalysé ou la zone franche par l'équipe chinoise de l'INIFU n'avait pas aussi surévalué les possibilités et l'intérêt même des pays voisins à avoir comme seul et unique débouché Doralé et d'avoir unique débouché de Djibouti. Car l'intérêt de l'Éthiopie, du moins en période de calme, c'est au moins d'avoir plusieurs voies de sortie qu'elle peut utiliser alternativement. Et elle avait mis en place un certain nombre de projets avec des financements. Donc, pour l'un, un financement de la Banque mondiale. Je crois que c'était sur la voie, la route vers Berbera. Il y avait un chemin de fer aussi qui devait se faire, je ne sais plus si sur Massawa ou Port-Soudan, avec un financement de la Banque mondiale. Et puis, il y avait aussi une voie. Et alors, on en arrive à cette situation quand même qui est assez aberrante aujourd'hui, c'est qu'on a remis en service le vieux chemin de fer français parce que le chemin de fer chinois, quelles que soient ses qualités, ne rend pas les services exactement dont l'Éthiopie a besoin. Je ne suis pas en train de critiquer la réalisation du point de vue technique, mais de son utilité. Et d'autre part, on a refait la route Addis-Djibouti parce que vous avez une noria de camions pour des produits qu'on devait faire passer par le chemin de fer. Ouais. Donc là, il y a une projection et une analyse des projets qui a été, à mon sens, complètement loupée. Et je ne dirais pas que les Djiboutiens, les Éthiopiens sont tombés dans un piège chinois, ou du moins, alors si c'est un piège, ce n'est pas un piège, c'est en fait une méconnaissance, dirons-nous, du fonctionnement des économies hors de Chine. Et je pense que d'ailleurs, les sociétés chinoises impliquées dans le chemin de fer ne s'attendaient pas non plus à la panoplie de problèmes auxquels ils font face tous les jours pour essayer d'avoir un bon fonctionnement de cette ligne de chemin de fer, où il y a maintes problèmes quand même depuis son lancement et qui ne chiffrent pas adéquatement pour faire la balance de leur investissement.
Alors, c'est vrai que je n'ai pas suffisamment parlé de Berbera, ni vraiment de l'Éthiopie, qui quand même joue un rôle très important dans le livre. D'ailleurs, l'Éthiopie donne vie à tous les autres ports de la région, en quelque sorte, au moins espoir, parce que pour plus ou moins tous les ports, évidemment, à part ceux de l'Érythrée entre la période, avant la période 2018-2020, un espoir qu'ils voulaient aller ailleurs ne pas dépendre de Djibouti, des ports et de l'infrastructure maritime djiboutienne. Donc c'est pour ça qu'ils étaient ravis avec l'investissement à Berbera, même si celui-ci a mis les Émirats en confrontation avec Mogadiscio, d'un côté. Le port Soudan, pareil, il y avait un accord, des promesses d'investissement. Et pendant cette période, pendant ces 20 années, il y a eu quand même plusieurs exemples de tensions entre les deux, où les Éthiopiens ont quand même essayé de mettre l'accent sur le fait qu'ils pouvaient, à un moment donné, chercher à ne pas dépendre de Djibouti. Mais je pense il faudrait vraiment, je pense, aller sur place, mais j'ai du mal à croire que les autres ports de la région font un peu pas les figures parce qu'ils ont un retard à rattraper. Après, Berbera, je pense que c'est le port qui représente le plus gros danger, entre guillemets, pour le transit des biens entre Djibouti et l'Éthiopie, parce que c'est une partie relativement calme de la Corne de l'Afrique. Mais après, voilà, il faut aussi l'investissement dans tout ce qui est route, qui coûte extrêmement cher. Et les Émirats avaient promis un investissement, il me semble, à hauteur de plus de 200 millions de dollars dans les routes qui lient le port à l'Éthiopie, dans la région somalienne de l'Éthiopie. Mais bon, voilà, ça requiert quand même un entretien et aussi un bon fonctionnement du port de Berbera. Mais bon, similaire au début du terminal de conteneurs de Doralé, Berbera a vu dans ses premières années, suite à l'investissement de Dubai Ports World, une augmentation de l'activité. Donc, pas une hauteur extravagante, mais une petite... ça a dû avoir un impact un peu sur l'activité à Djibouti. Juste sur Doralé, je suis d'accord avec votre point. D'ailleurs, ce qui était intéressant de lire en faisant ces recherches, c'est que les Émiratis avaient demandé à la United States Trade and quelque chose agency, maintenant ça ne m'est plus à l'esprit, de faire la due diligence. Et donc cette agence américaine gouvernementale avait dit, vous prenez des sérieux risques, parce que pour une raison ou une autre, vous n'allez peut-être pas faire du profit dans les 10 années à venir. Sauf qu'au bout de 2 et 3 ans, il y avait déjà suffisamment d'activités pour rentabiliser le port. Donc c'est vrai que peut-être que maintenant, avec le recul, on peut mieux comprendre leurs conclusions qui étaient faites en 2005. Donc ça fait quand même un peu de temps. Mais oui, je suis d'accord avec vous que c'est quelque chose qui... Djibouti a toujours, je pense, il y a une frayeur qui est celle-ci, c'est que l'Éthiopie décide de diversifier les ports sur lesquels il dépend pour ses imports et ses exports. Après, la réalité, je pense qu'elle est un peu différente des menaces politiques. Amina voulait s'exprimer. Amina? Oui, Thierry. C'était pour compléter ce qu'a dit Benjamin sur Berbera. Donc, j'ai visité ce port en décembre. Et effectivement, c'est un port qui est en train de monter en gamme. Le port est pratiquement fini. Et le quai, les grues sont là. Le personnel était en train de s'entraîner à charger, à décharger les conteneurs lorsque j'y suis allée. Une zone franche est en construction à 15 km du port. Elle est en bonne voie aussi. Les entrepôts sont construits, les routes sont construites. Le reste était en train d'être construit. Et j'ai pris la route corridor donc, qui doit relier le port de Berbera à l'Éthiopie. C'est une très belle route. Cette route est finie jusqu'à Hargeisa et donc la construction se poursuit jusqu'à Togo-Djallé et à la frontière. Effectivement, quand j'y suis passée, il n'y avait pas beaucoup d'activités. C'est vrai, ils étaient en train de charger surtout du bétail.
mais c'est un port qui est en train de monter en gamme. Et le personnel que nous avons rencontré sur place est un personnel expatrié qui était en poste à Djibouti. Curieusement, ça, c'était intéressant aussi. Le directeur de la zone franche, qui est un Kényan, a été en poste pendant quelques années à Djibouti, au sein de la zone franche, par exemple. Le chef des opérations que nous avons rencontré au port de Berbera est un Américain qui a aussi de l'expérience dans la région. Effectivement, oui. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter sur le port de Berbera. Je peux compléter ce que vient de dire Amina. Amina est passée à Berbera plus tard que moi, donc elle a des informations plus fraîches. Mais à l'été 2021, la route Berbera-Hargeisa était terminée. Le tronçon Hargeisa-frontière éthiopienne était en construction. Le port était géré à l'époque par un Thaïlandais qui m'a reçu et qui m'a expliqué comment ils avaient modernisé le port de Berbera. Parce que le paradoxe, c'est que en fait, les grues du port, les grues containers, sont des grues chinoises qui viennent de Shanghai et qui ont été montées par une équipe chinoise que j'ai rencontrée d'ailleurs et qui était dans le même hôtel que moi à Berbera. Donc, c'était assez intéressant de voir cette coopération multinationale. Bon, évidemment, c'est le profit et les intérêts économiques qui conduisaient cette convergence, enfin cette cohabitation de personnes venant de pays différents et d'entreprises venant de pays différents. Mais alors Berbera, oui, Berbera pour l'Éthiopie, c'est une alternative qui permet de réduire la dépense du Djibouti, mais enfin, le port est quand même beaucoup moins important que Djibouti. Oui. J'ai une question concernant parce qu'il y a le chemin de fer, j'ai compris qu'il y avait encore une rupture de charge dans le sens où la prolongation de la voie ferrée vers le port de conteneurs n'était pas terminée. Alors, je ne sais pas si elle est terminée, mais c'est pour ça que c'est beaucoup plus rentable de mettre des conteneurs sur des camions qui vont directement jusqu'à leur lieu de destination que de les mettre sur un train qui est encore à distance du porte-conteneur. Mais peut-être que je me trompe, Camina peut nous confirmer que maintenant la voie ferrée va jusqu'au conteneur, mais je ne suis pas certain. La voie ferrée chinoise de Djibouti? Oui. Oui, elle va au Doralé Container Terminal, qui est devenu maintenant la SGTD, la société de gestion du terminal de Doralé, terminal à conteneurs de Doralé, et elle y va, hein, effectivement. Donc, il n'y a pas de rupture de charge. Oui, enfin, il faut charger les conteneurs sur des petits véhicules qui vont jusqu'à la gare pour charger. Ah bah oui, c'est ça, il y a une rupture de ça. Ouais. Donc, oui, il y a une petite rupture de. Ah bah oui. Et en même temps, mais la ligne a été électrifiée jusqu'au port? Oui, la ligne fonctionne très bien. Non, mais elle est électrifiée ou toujours au gazole? Ça, j'avoue que je n'ai oui, mais pas là les aussi, détails, ça joue parce que. Oui. Oui, mais c'est justement ça, c'est que vous avez un train qui est conçu d'une certaine façon, qui arrive dans une gare, et après ça, on a un autre chemin de fer avec desservi de façon différente. Et je veux dire, il y a une chose aussi, je me donne mon souvenir, c'est que vous avez tout autour de cette gare des pseudo-zones économiques qui sont en fait des garages à conteneurs amenés et ramenés par les camions éthiopiens. Hein. Donc, c'est quand même assez bizarre que les choses se passent à 12 km pour ensuite être entièrement réexpédiées jusqu'au port. Alors, je sais que la ligne devait être électrifiée et refaite jusqu'à la base navale chinoise. Mais le problème, c'est que je n'ai pas l'impression d'en fonction, mais je ne suis pas ça au jour le jour, hein, mais moi, mon sentiment était qu'on était toujours comme c'était il y a quelques années, c'est-à-dire avec cette rupture de charge à la gare de Nanchang. François Guise, je suis vraiment désolé, mais je vais devoir y aller. Alors, écoutez, Benjamin, on vous remercie beaucoup. Nous avons encore la possibilité de continuer un petit peu sans vous, parce qu'il y a des informations qui peuvent arriver des uns et des autres. En tout cas, l'enregistrement sera mis en ligne dans la journée, privé de ce petit bout, mais vous allez m'envoyer de toute façon votre présentation de façon à ce que je la mette aussi au site, parce que c'est juste la première diapositive qui a sauté.
Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci Thierry, merci Sonia, merci à tout le monde, merci Jean-Pierre. Et à très vite. Hein. Et Merci. récupérez rapidement vos enfants. Merci Allez, bien. Au revoir. Au revoir. Merci. Alors, François Guezio, la parole est à vous. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Très bien, super. François Guidiou, CNRS ID Le Havre, Université Le Havre Normandie. Nous, notre équipe est une équipe de spécialistes du portuaire, et moi particulièrement de la mer Rouge, de l'océan Indien et de la Corne de l'Afrique, et le Yémen sur la marge. Moi, je pense que, en fait, ce que vous voyez comme des ruptures de charge, ce n'en est pas du tout, parce qu'il faut comparer toujours aux autres ports. C'est-à-dire que Djibouti, effectivement, il y a une rupture de charge, mais Berbera, il y a une rupture de charge. Assab, c'est un nain qui est fermé quasiment. Massawa, rupture de charge absolue. Et puis par ailleurs, il faut aller plus loin que la barrière de corail. Donc voilà, donc en fait, il faut comparer. Par ailleurs, il n'y a pas que ça, il y a Lamou au sud, il y a Bossasso qui se développe, on en parlait avec Amina pas plus tard que hier ou avant-hier, Amina. Lamou au sud, c'est une catastrophe, ils ne savent même pas si le projet ira au bout. Donc il faut passer par Mombasa. Quant au projet par Port-Soudan, donc tous les projets pour le nord éthiopien, vous imaginez bien que dans le contexte éthiopien à l'heure actuelle, ce n'est pas possible. Donc, en fait, il faut toujours voir ça par rapport aux capacités des voisins. À l'heure actuelle, c'était très bien dit, le port de Berbera est le concurrent de Djibouti. Donc, les DP World fait payer à Djibouti les problèmes aussi qu'il y a à Berbera. Faut savoir qu'avant, c'était Bolloré, et avant, il y avait même du stockage de Total à ce moment-là. Donc, en fait, on est dans une situation au niveau portuaire et au niveau transport où Djibouti garde le lead. Berbera monte comme un concurrent, mais ce n'est pas fait, notamment parce que, comme l'a dit Amina, le bypass est construit, la route jusqu'à Hargeisa est construite, mais après, il faut quand même aller jusqu'à la frontière Tokwa-Djalé et puis ensuite repartir. Et moi, je voudrais vous faire réfléchir sur un truc, et je pense que c'est vraiment ce qu'a présenté Benjamin était excellent, c'est les Interlands. Djibouti est directement connecté à Addis, qui est la zone industrielle majeure d'Éthiopie. Berbera est connecté d'une part à Addis, mais plutôt pour l'instant par mineur, mais très bien connecté à Dire Dawa et au pays Somalie. Assab n'a pas d'Interland, Massawa n'a pas d'Interland, Port-Soudan, c'est pour le Soudan. Et Lamou pourrait avoir un Interland, mais Lamou est placé juste derrière le nord-est, la région nord-est du Kenya, c'est-à-dire qu'il n'y a personne. Donc il faut toujours penser la profondeur, c'est-à-dire qu'il faut penser l'avant-pays, d'où viennent les flux, l'océan, la mer, il faut penser le port, il faut penser l'arrière-pays. Et là-dedans, les investissements chinois sont à voir de la même manière. Là-dedans, les investissements émiratis sont à voir de la même manière. J'entendais dire que Jebel Ali, dans la présentation de Benjamin, Jebel Ali était plus intéressant, etc. Non, Jebel Ali, c'est juste pas les mêmes lignes, en fait. Donc, ce n'est pas les mêmes lignes desservies par les compagnies maritimes. Effectivement, il y a des connexions Jebel Ali, Djibouti, mais il ne faut pas se tromper. Djibouti, c'est un port nain à côté de Jebel Ali. C'est un port nain à côté de Salalah, où Maersk a investi, enfin sa filière terminale. Et c'est un port nain à côté des ports du Golfe et de la mer Rouge. Donc, c'est 800 000 à 900 000 à 1 million, paraît-il, mais 800 000, 900 000 EVP, c'est-à-dire équivalent 20 pieds, du conteneur, unité de mesure du conteneur, bah, croyez-moi que ce n'est pas beaucoup. Donc, ça sert surtout à desservir la zone industrielle de Addis Abeba. Je voudrais faire mon marché. Ça fait plusieurs années que je cherche d'avoir quelqu'un qui nous explique quelle est l'importance exacte des ports africains pour effectivement apprécier le rôle que pourraient leur faire jouer les entreprises chinoises. Est-ce que vous pourriez être cet homme ressource rare et intervenir dans ce séminaire l'année prochaine? Je ne peux pas vous garantir quoi que ce soit, néanmoins, on reste en contact de ce point de vue-là. Moi, je suis vraiment, je suis connaisseur juste des ports qui sont dans ce système-là. Après, je voyage, je vois des choses intéressantes. Non, mais comme système-là, vous entendez l'Afrique J'entends les ports de la mer Rouge, Golfe d'Aden, Océan Indien, occidental. Alors, écoutez, rien que ça, déjà, ça permet ensuite de relativiser ce qui peut se passer ailleurs, hein, parce que le comportement des entreprises
maritime chinoise. Il est concerné d'abord par la route maritime de la soie qui passe là. Actuellement, les autres routes maritimes qui vont vers l'ouest africain concernent beaucoup moins les entreprises chinoises. Donc, on est ici, là, sur l'élément a priori le plus important aujourd'hui. Donc, ne serait-ce que développer, vous avez fait allusion au port de Jebel Ali, etc. Enfin, effectivement, il y a toute une série de ports qui sont parmi les premiers mondiaux, hein, et dont même Port Saïd n'arrive pas à rentrer dans ce classement-là. Donc, cette espèce de remise en perspective me semble excessivement importante pour effectivement comprendre tous les délires qu'il peut y avoir sur le rôle ou l'importance des participations chinoises dans la construction des ports aujourd'hui en Afrique, même si on a cet aperçu sur la partie orientale. En fait, juste pour compléter, tout à fait, il y a une forme de délire, mais je pense que le délire, il faut le voir aussi au niveau mondial. Le port du Pirée, il est chinois. Il n'est pas propriété chinoise. En tout cas, non, il est contrôlé. Il est contrôlé par la Chine. Il est contrôlé, ce qui est quand même important. Oui. Le port de Hambourg, il y a des participations chinoises. Oui, dans un terminal. Dans un terminal. Pas dans tous les terminaux. Et c'est même pas dans un terminal, c'est dans une société gérant un terminal. Oui, mais oui. Alors on peut rentrer dans ce niveau de granularité. Mais pour démonter le délire, il faut arriver là. Oui, mais moi, ce sur quoi j'insiste, c'est quel est le grand flux maritime à l'heure actuelle? Grand flux maritime, façade asiatique, jusqu'à la façade européenne, ce qu'on appelle le range européen, nord-européen, dont le premier port est, je veux dire géographiquement, est Le Havre, et ça va ensuite jusqu'à Hambourg, et ça peut passer même jusqu'en Baltique si on regarde plus précisément. Et qu'est-ce qu'il y a sur le détroit, sur le passage? Il y a Malacca, ensuite il y a Bab el-Mandeb, la mer Rouge, Gibraltar, enfin le tunnel de Suez, Gibraltar, etc., le Pas-de-Calais. Est-ce que les lignes s'arrêtent réellement là? En fait, les lignes, les plus gros porte-conteneurs, ils vont tout droit. Et ils se moquent de Djibouti, aussi pour des conditions nautiques, et ils se moquent de la plupart des ports de la région. Et c'est des lignes de feeders, donc qui sont des lignes de deuxième, troisième, sans même parler des boutres, qui ensuite assurent la desserte locale. Donc, ni Berbera ni Djibouti ne feront autre chose que de la desserte locale. Et c'est la même chose pour les autres ports. Donc, je pense que effectivement, on peut dire qu'on arrête le délire, mais en ce cas-là, il faut bien comprendre l'état du système, notamment conteneurisé. Et je rappelle quand même que le conteneur, c'est la mondialisation, et c'est bien plus la mondialisation que les matières énergétiques. Et ça, c'est un autre problème. C'est qu'il n'y a pas de raffinerie, il n'y a pas de raffinerie à l'heure actuelle dans la Corne de l'Afrique. Je parle de l'Éthiopie, Djibouti, Érythrée, même s'il y en a eu une à Assam, mais dans un état catastrophique, ni en Somalie. Donc, à partir du moment où vous n'avez pas ces capacités-là, ça sera très compliqué de faire marcher une industrie. C'est exactement ce genre d'exposé dont nous avons besoin pour effectivement remettre en perspective la stratégie des routes de la soie, et également pour forcer ou expliciter la distinction que je faisais entre route politique et route économique, même si cette distinction est souvent mal acceptée. Des questions encore, des interventions? Non? Écoutez, alors là, il est 11h pétantes. J'ai juste une question à Sonia, parce que Benjamin, qui connaît moins bien Djibouti que vous, a parlé d'une agence assez unique. Dans quelle mesure il n'y a pas des divisions à Djibouti? Est-ce que Guelleh est toujours très solidement accroché au pouvoir? Apparemment, son clan a l'air de contrôler vraiment le pays. Mais est-ce qu'il n'y a pas des évolutions politiques présentes ou à venir qu'il faudrait observer? Alors, très certainement, puisque normalement, il doit terminer son mandat et il y aura une suite. Alors, je vois que l'ambassadeur de Djibouti en France est présent, donc peut-être qu'il sera mieux placé pour nous en parler, ou les Djiboutiens présents ici seront mieux placés pour nous en parler. Mais effectivement, je crois qu'il y a eu politiquement en interne beaucoup de frictions, notamment avec un retour aussi de la contestation Afar dans le nord du pays, et que nécessairement, comme dans tout régime, la préparation d'un possible changement de pouvoir peut
créer quelques petites instabilités ou des discussions internes assez fortes. Donc, on verra dans les semaines et les mois qui viennent. Peut-être que des Djiboutiens présents voudront en parler. Je sais qu'en général, les gens ne veulent pas parler, mais ils n'aiment pas trop qu'on en parle à leur place. Donc, C'est pour ça que vous posez la question. Merci. Oui. Apparemment, personne ne se manifeste. Eh bien, si personne ne veut se prononcer sur cette et répondre à cette question, je vais donc tous vous remercier pour cette excellente séance, en regrettant que Benjamin n'ait pas pu rester jusqu'au bout, mais vous savez comment le retrouver. Vous aurez l'enregistrement de la séance et vous avez aussi son bouquin, et il nous a promis une seconde édition revue et corrigée, ce qui sera ce que nous attendrons avec impatience. Donc, merci à tous, merci Sonia, merci Jean-Pierre, merci François, merci les autres personnes qui ont accepté, Amina, pardon, qui aussi s'est exprimée et a aidé à animer cette séance très riche, hein, et dont je suis très heureux. Hein, et donc, peut-être, j'espère, à bientôt. En tout cas, pour François Guésio, je vais reprendre contact avec lui pour l'année prochaine, car le thème qu'il a évoqué et me semble absolument essentiel. Merci beaucoup. Pardon ? Du lapin. Ah oui, bonne année à lapin. Oui, l'Happy New Year. Merci beaucoup. Oui. Enfin. Allez, je coupe le truc. Au revoir, merci.